Lorsqu'un enseignant était empêché soit par maladie, soit un enseignant qui n'est plus avec nous sur cette terre, les écoles remplaçaient automatiquement cet enseignant-là parce que le remplacement d'un enseignant est très urgent pour éviter que les enfants chôment. Alors, les écoles remplaçaient facilement les enseignants parce qu'ils avaient un moyen pour payer. Aujourd'hui, avec la gratuité, il y a un problème de non-payé qui existe, il y a un problème de nouvelles unités qui est là. Et donc les écoles ne peuvent plus se permettre de remplacer n'importe comment un enseignant parce qu'ils ne savent pas comment ils vont le payer. Alors, c'est ainsi qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Maintenant, comment l'État doit maintenant s'y prendre, doit imposer cette gratuité pour rendre l'enseignement primaire gratuit, justement. Comment il va faire lorsqu'on sait que... Mais je me dis, mais par rapport au budget voté, c'est de 10 milliards et l'enseignement ne représente que 2 milliards. Est-ce qu'ils ne peuvent pas bien compenser par rapport à le budget là? Parce qu'on dit l'éducation nationale prend 2 milliards par rapport aux 10 milliards. Est-ce qu'ils ne peuvent pas bien payer et survenir aux besoins, la subvention des écoles et autres? Oui, le budget de l'État, il est ce qu'il est. C'est un budget modeste. C'est justement là où j'étais en train d'arriver. Comment l'État doit s'y prendre pour assurer cette gratuité? Parce qu'on parle de la gratuité au niveau primaire seulement. Ce n'est pas au secondaire, ce n'est pas au niveau des universités, ce n'est pas d'autres niveaux. L'éducation nationale englobe l'enseignement maternel, primaire, secondaire, universitaire, professionnel et même les recherches scientifiques font partie de l'éducation nationale. Donc, quand vous parlez de 10 milliards, le budget de 10 milliards, si on prend 30%, c'est 3 milliards. Les 3 milliards là, ça ne sera pas seulement pour l'enseignement primaire. C'est pour toute l'éducation nationale, primaire, secondaire, professionnelle. Il y a même le ministère qui s'occupe de l'enseignement professionnel. Il y a la recherche scientifique, il y a l'enseignement supérieur. Donc tout ça, c'est l'éducation nationale. Donc c'est 3 milliards pour tous ces domaines-là. Mais pour le primaire à lui seul, la gratuité, il prend 2 milliards. On parle même de 2 milliards 500, autour de 3 milliards, disons. Vous comprenez que c'est une difficulté. Le budget ne peut pas, le gouvernement ne peut pas se permettre d'augmenter le budget de l'enseignement lorsqu'on sait que nous avons un budget modeste, lorsqu'on sait que nous sommes dans une économie qui dégage très peu de ressources. Alors on ne peut pas se permettre voilà. Maintenant, ça c'est une première hypothèse, une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que l'État, n'est-ce pas, ne peut pas aussi financer la gratuité par les planches à billets, c'est-à-dire fabriquer les monnaies. La Banque centrale émet les nouveaux billets en circulation. Ça risque de faire une inflation. Voilà, vous avez compris, madame. Ça risque de créer des effets pervers sur l'économie. Ça va nous amener au problème des taux d'échange, au problème de la balance des paiements. Il y a beaucoup de problèmes. L'État ne peut pas non plus accepter qu'on puisse augmenter les prix. C'est-à-dire on met une taxe sur le prix. Une taxe sur le prix, sur le chiffre d'affaires ou sur le bien importé. Parce que les opérateurs économiques vont vouloir récupérer coûte que coûte cette taxe-là sur les consommateurs. Ça va amener à l'augmentation du prix. Nous sommes dans une économie fragile, nous ne pouvons pas nous permettre certaines choses. Voilà. Notre économie est très fragile, nous ne pouvons pas nous permettre d'augmenter les prix. On ne sait pas quels autres effets ça va créer sur l'économie de manière générale. Alors, mais maintenant, par rapport à cet effort national de la gratuité que vous parlez, là, effort, quelles sont vos propositions donc? Oui, ma proposition, c'est que... Parce que vous avez fait tout un projet là-dessus. Oui. Comme l'État ne peut pas financer la gratuité en émettant les billets, en émettant les monnaies centrales, l'État ne peut pas financer les billets en donnant, sur le plan budgétaire, une grande part à l'enseignement primaire. Comme l'État ne peut pas aussi se permettre de bouger les prix au sein d'une économie, nous avons trouvé que le seul moyen qui reste à l'État, c'est d'avoir une taxe sur le revenu. Parce que le revenu a un caractère rigide. Les revenus se modifient difficilement. Les revenus changent difficilement. Nous savons qu'il y a plusieurs sortes de revenus. Alors, pour les travailleurs, c'est le salaire. C'est un revenu. Pour les gens qui ont des maisons à faire louer, c'est le loyer. Pour les entreprises, c'est le bénéfice. Pour les actionnaires, c'est la dividende. C'est les dividendes, pardon. Donc, ce sont ces revenus-là que nous proposons que l'État puisse taxer. La faisabilité de ça, comment ça va se faire? Oui, la faisabilité, c'est-à-dire quoi? La faisabilité, en matière de fiscalité, une taxe est faisable lorsqu'elle est assise. Elle est assise, donc il y a une assiette pour ça.
Et j'ai dit l'assiette pour cette taxe-là, c'est 1%. Moi, je préfère que ce soit 1%. L'État peut imposer 2%, il peut imposer 0,5%, mais moi, je préfère que ce soit 1% sur le revenu. Oui. Alors, chaque fois qu'on doit payer les salaires, chaque fois qu'on doit payer les primes, chaque fois qu'on doit donner les frais de représentation ou même le pécule de congé, que l'État puisse avoir un temps pour ça, pour soutenir l'effort de la gratuité. Oui. Parce que vous allez voir que lorsqu'on taxe les revenus, ça n'aura pas d'effet sur le prix. Ça va seulement avoir des effets sur la prévision des ménages, par exemple. Oui, voilà, parce que quelqu'un qui touche 1000 francs, vous dites vous enlevez 1% de son salaire, peut-être que les 10 francs là, il achète le paquet d'allumettes, voilà. Il ne va plus acheter des allumettes. Il ne va plus acheter ça. Vous comprenez? Ça, c'est le comportement des ménages qui va être modifié. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'il n'achète plus des allumettes, qu'il ne va plus acheter les allumettes. Il peut s'adapter à cette situation-là. Okay. Et en s'adaptant à cette situation, ça ne va pas créer beaucoup d'effets sur l'économie. Oui. Vous comprenez? Oui. Alors, lorsque quelqu'un paye les loyers, il y a ce qu'on appelle les loyers, en fait, le loyer lui-même. Oui. C'est un revenu pour les bailleurs, n'est-ce pas? On peut taxer ce revenu net d'impôt. Par exemple, vous avez un loyer de $200, vous payez $200 au bailleur, le bailleur paye par $20 à la DGRK, alors on ne vous taxera pas $200, on va vous taxer 180 la différence. Vous comprenez? Même chose avec le bénéfice des entreprises, on taxera le revenu net, c'est-à-dire le bénéfice net de l'entreprise, on taxera. Ben là, il faut que les gens soient honnêtes. Hein? Oui. Donc, lorsqu'on fait ça sur toute la nation, que ce soit le président de la République lui-même sur son salaire, que ce soit le Premier ministre sur son salaire, que ce soit les membres du gouvernement, les députés, on les retire 1% sur leur salaire. Bon, ce salaire, c'est un salaire net d'impôt, parce qu'il ne faut pas taxer 1% sur le salaire brut. Ce n'est pas aussi bien. Il faut parler de net, parce qu'on suppose que le brut, là, il y a une partie d'impôt. L'impôt ne peut pas taxer un autre impôt dedans. Non, il faut que ce soit brut, un net, pour qu'on puisse taxer le 1%. Alors, c'est un peu ça dans notre projet. Et nous avons dit maintenant comment on va récolter cet argent. Voilà, parce que là, vous dites c'est les salaires, les loyers et autres. Mais comment? Le salaire, je me dis, c'est facile parce que y a un listing et tout, donc on peut récupérer ça facilement. Et maintenant, le loyer pour les entreprises, pour les bénéfices, pour les autres, comment on pourra procéder pour récolter leur 1%? Oui, en matière d'impôt, il y a ce qu'on appelle les redevables légaux. Et les redevables, il y a des sortes de contribuables et celui-là qui récolte cet impôt-là. Alors, l'État a des structures, par exemple la DGI pour les impôts sur le salaire, c'est la DGI qui récupère ça, et peut être chargée de récupérer justement cet 1% sur les salaires nets. Donc là, ça n'est pas un problème. Pour les loyers, nous savons que ce sont les régies financières provinciales qui les font. Donc à Lubumbashi, il y a une régie financière, à Kinshasa, il y a une régie financière, à Matadi, il y a une régie financière. Et ce sont ces régies financières-là qui seront obligées à appeler à récolter les impôts sur les loyers. Et là, le gouvernement, donc là, la commission qui sera créée pour suivre ça, doit suivre ça vraiment. Parce que si les provinces ne font pas un effort de récolter tout ce qui leur est dû, parce qu'il y a des gens qui sont des locataires, mais qui ne payent pas, le bailleur qui ne paye pas l'impôt sur le revenu, n'est-ce pas? Alors, si pour les villes, ils peuvent renoncer à certains de leurs revenus, mais comme c'est un effort national, n'est-ce pas? Tout le monde doit payer. Donc, on doit aller partout pour récolter cet argent-là, et ça va faire beaucoup d'argent parce qu'on les récoltera par mois pour ceux qui doivent payer par mois. Pour les bénéfices d'entreprise, c'est à la fin de l'année. Mais on peut voir comment on peut aligner ça au même titre que les acomptes provisionnels que la DGDI touche au mois de juillet, septembre. Je ne sais pas, c'est en mois de septembre. Septembre, décembre, tout ça. Il y a 3 acomptes par an. Comme ça, on peut voir comment on peut insérer ça dans ces acomptes-là. Pour le dividende aussi, la même chose. Et j'ai aussi prévu qu'il y ait aussi une autre taxe forfaitaire sur des choses. Qu'il y ait une taxe forfaitaire sur la fortune et qu'il y ait aussi une taxe forfaitaire sur les biens importés qui sont exonérés totalement. Vous voyez, il y a des biens importés qui sont exonérés totalement, qui sont exemptés de payer les droits de douane. Alors, à cette marchandise-là, on suppose que ce sont des marchandises qui vont pour les ONG, pour des raisons sociales. Mais ça sera difficile de fixer un prix. Non, 1% de quoi? 1% c'est le chiffre d'affaires. Il y a un chiffre d'affaires à l'importation. Même quand on vous a donné un cadeau en Belgique, ce cadeau-là est chiffré.
Et chiffré, d'accord. Vous comprenez? Oui. Quand vous amenez ça, l'État vous dit, bon, c'est votre cadeau, on ne refuse pas, mais nous vous demandez de payer 2%, 1%, autant de pourcents de votre chiffre d'affaires comme effort de la gratuité. De la gratuité. Vous voyez? Alors, c'est un peu ça. Oui, et, mais... pour la fortune, oui. Nous avons prévu qu'il y a des gens qui ont un parc immobilier considérable dans cette ville. Donc, tous ceux qui ont un parc immobilier de plus d'1 million de dollars, on peut se considérer que ce sont des fortunés. Et on peut leur imposer un pourcentage ou bien un forfait. Là, ça ne sera même pas un pourcentage, ça sera un forfait qu'ils doivent donner dans le cadre de l'effort de la gratuité. Oui, voilà. Donc, ceux qui ont des véhicules, un parc automobile de plus de 300 000 dollars, 500 000 dollars, un parc automobile de plus de 500 000 dollars, on suppose qu'il est aussi fortuné. On leur impose un tant pour cent qu'ils doivent verser dans le compte pour l'effort de la gratuité. Et cet effort de la gratuité doit être, on doit créer une commission qui doit gérer cet effort de la gratuité. Voilà. Pour permettre aux écoles, non seulement d'entretenir les blocs sanitaires pour nos enfants, mais aussi que les écoles reviennent à leur qualité première, c'est-à-dire quand il y a une carence d'enseignants, ils savent qu'il y a l'effort de la gratuité qui vont nous envoyer l'argent, on va payer cet enseignant-là, ainsi de suite, même pour le fonctionnement, l'achat des livres, et ça ne va pas détériorer la qualité de l'enseignement, parce que si vous avez une classe qui a déjà 100 élèves, donc surtout en première primaire, l'enseignant est obligé de suivre chaque élève, la qualité de l'enseignement risque de subir les coûts. Voilà. Donc, mais comment on a récolté tout ça, on est vraiment à la fin, mais comment on va repartir, parce que c'est pour toute la République, et qui va gérer cet argent-là? Parce que vous parlez de l'effort national. Hein. Est-ce que ça sera l'éducation nationale, le ministère de l'EPSP ou un groupe de gens pour cet effort-là? Oui, je vais proposer qu'on puisse créer une commission. On peut l'appeler commission, on peut l'appeler agence, on peut l'appeler n'importe quel nom qu'on peut donner. Ça sera une commission. Et cette commission-là sera chargée de suivre cet effort dans tous les domaines. Ils vont suivre cet effort-là. Au niveau de la DGI, ils vont en contact avec les gens de la DGI, s'ils sont les mis en place. Et je propose que ce soit mis en place soit par un décret, soit par une ordonnance du président de la République. Donc, on peut mettre cette commission en place. Et cette commission va gérer l'effort national de la guerre. Et j'ai oublié aussi, il y a déjà des bonnes volontés. C'est ceux-là qui veulent donner un peu de leur argent pour soutenir l'effort de la gratuité. À ceux-là, ils vont donner cet effort au niveau de la commission elle-même. Alors, il y a d'autres primes, d'autres choses que je n'ai pas dites. Par exemple, pour les primes, il y a d'autres primes qui ne passent pas par le circuit officiel des salaires. Il y a, par exemple, pour les fonctionnaires de l'État, ce sont des comptables qui payent des primes. Et même à ce niveau-là, on doit retenir un tant pour cent. Tout le moyen, tout ce que vous avez comme revenu, qu'il soit prime, qu'il soit salaire, un avantage quelconque, on doit récupérer 1%. Et je crois que ça va drainer beaucoup d'argent. Même si ça peut faire 500 millions par an, ça fait faire 1 milliard de dollars par an. C'est quelque chose pour qu'on puisse soutenir la gratuité au niveau primaire. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Pierre Kapassa, pour cet effort national de la gratuité. Mais nous attendons à ce qu'au niveau de la primature, au niveau de la présidence, que vous défendiez ce travail-là et que ça soit apprécié et accepté. Là, nous allons vous soutenir pour la continuité. Comme on dit toujours, on est vraiment à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Nous vous donnons déjà rendez-vous à la halle de la Gombe. Déjà demain, il y a une conférence de presse autour du film documentaire L'ombre des oubliés. C'est à partir des 10h, ça c'est mardi. Et mercredi 13 novembre à 19h, il y aura projection de ce film-là, L'ombre des oubliés. C'est un film de José Adolphe Voto. C'est la grande première que l'Institut français va nous proposer. Et ce film suit un monsieur, Albert Kounyoukou, un de deux anciens derniers combattants de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des Congolais qui ont combattu à la Seconde Guerre mondiale. Un de deux qui est vivant encore à Kinshasa. Et on dit ce jeune homme de 97 ans sera invité à la fin de ces films pour prendre parole. Vous pouvez poser des questions. Vous qui voulez savoir l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, surtout avec nos combattants congolais, soyez nombreux à 19h pour suivre ce film-là et rencontrer ces jeunes hommes. Albert Kounyoukou, un de nos derniers combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour nous séparer avec notre invité d'aujourd'hui, nous lui proposons ces gags et nous allons terminer parce que nous sommes à la fin. Je dis, suivons d'abord ce gag et on va se dire au revoir après. Merci. Try for like it.
nice! Oh, wow! Ouh. Quand je donne ça, je la chaleur. Je la hâte que oh my God. It's for you. It's for you. Voilà, c'est une fille qui revient de l'Europe et les tantes et les oncles sont venus lui rendre visite. À Kinshasa, quand quelqu'un vient de l'Europe, on s'attend à une enveloppe, à quelque chose, mais elle a amené toute une valise de nounours pour donner à ses oncles, et l'oncle là était vraiment furieux. Voilà, nous nous séparons, comme on dit, les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes à la fin de la tranche d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous déjà demain avec Médine dans la Rosée matinale à la même heure sur la même chaîne. Surtout ne zappez pas parce qu'il y a le journal qui vous suit. Au revoir et dans les bonnes mains de Mbiliabel.